Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode de la playlist Droit public financier, l'épisode 91, consacré au rôle des commissions parlementaires en matière budgétaire, vous est présenté par Nicolas Bourdon et Antoine Sailly, deux étudiants du Master de Finance et Fiscalité publique, promotion 2021-2022, un travail qu'ils ont réalisé dans le cadre du séminaire de droit administratif financier. La séance est ouverte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Antoine, nous allons vous présenter le rôle des commissions parlementaires en matière budgétaire. La création des commissions permanentes remonte au 18 décembre 1902. Dans le contexte d'un régime parlementaire, elles étaient nombreuses. Sous la Troisième République, nous pouvons en relever 16 au départ, puis 20 en 1916. Sous la Quatrième République, on va mettre en place jusqu'à 19 commissions permanentes. Seulement, elles étaient redoutables pour les gouvernements. En effet, les présidents de commission étaient devenus les rivaux des ministres en place et se posaient en successeurs légitimes et incontestables. Cette situation a engendré énormément d'instabilité. Par ailleurs, pour le vote du budget, elle crée des spécialistes au sein de la commission en charge du budget, et notamment des députés dont l'obsession était de devenir les spécialistes incontestés afin de renverser le ministre et finalement de prendre sa place. En 1958, Michel Debré, ayant subi ça directement, va critiquer le nombre des commissions et leur pouvoir. Ainsi, dans son discours du 27 août 1958 devant le Conseil d'État, il va défendre une rationalisation du Parlement avec la mise en place de 6 commissions plutôt que 19, avec des périmètres extrêmement larges et un nombre de députés en commission qui va être plus important. En 1958, la France est ainsi devenue le pays qui dispose du nombre de commissions le moins important dans le monde et en Europe. Vous pouvez constater sur la diapositive ce que je viens de dire par le discours de Michel Debré. En 2008, le constituant a une volonté de redonner plus de pouvoir aux commissions et plus d'importance finalement au Parlement. Par conséquent, il est venu modifier l'article 43 de la Constitution en laissant aux chambres parlementaires la possibilité d'avoir jusqu'à 8 commissions permanentes. À l'Assemblée nationale, on a créé 2 de plus pour passer à 8. Et au Sénat, on en a rajouté une supplémentaire pour passer à 7 commissions. Ce qui a permis d'avoir un peu moins de députés dans les diverses commissions. Et aujourd'hui, au Parlement, il existe 3 types de commissions. Les commissions permanentes, les commissions spéciales et les commissions d'enquête. Il faut écarter les commissions spéciales de l'article 43 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les commissions d'enquête de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. En effet, la commission investie de la matière budgétaire est une commission permanente. À l'Assemblée nationale, il s'agit de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Et au Sénat, de la commission des finances. Alors, comment fonctionnent ces commissions parlementaires ? Les membres des commissions sont nommés par le président d'un groupe politique. En effet, le président du groupe politique va attribuer aux membres de son groupe une place dans l'une des commissions en fonction du nombre de sièges disponibles. La commission va élire un président, plusieurs vice-présidents jusqu'à 10, et un secrétaire par fraction des membres de la commission. En matière budgétaire, c'est-à-dire au sein de la commission des affaires sociales et de celle en charge des finances, un rapporteur général doit être nommé par le président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Et ce rôle de président de commission à l'Assemblée nationale appartiendra à l'opposition. À ce sujet, les présidents des commissions ont un rôle important. Tout d'abord, ils vont juger la recevabilité des amendements. Ensuite, ils peuvent prendre la parole en séance publique lorsqu'ils le souhaitent. Enfin, ils peuvent obtenir de droit une suspension de séance. Au sein des commissions en matière budgétaire, le rapporteur général a un rôle important. Et les rapporteurs spéciaux chargés d'une mission ont des pouvoirs d'investigation. Ils peuvent critiquer l'action gouvernementale par 2 émissions et des missions d'information. Nous y reviendrons bien évidemment dans ce propos.
La Commission des finances dispose de nombreuses prérogatives. Elle peut d'abord réagir aux initiatives du gouvernement. Il existe ainsi des moments privilégiés. La discussion des projets de loi de finances initiales ou rectificatives à l'automne, sans oublier les conventions fiscales. Mais aussi, et surtout, l'examen de tout texte législatif à contenu fiscal, budgétaire ou financier dont la Commission s'est saisie au fond ou pour avis. Les membres de la Commission peuvent également rédiger des commentaires portant sur les articles législatifs et présenter des propositions de modification de la législation sous forme d'amendements ou d'articles additionnels. Ce travail s'effectue d'une part en appréciant la faisabilité technique des dispositifs proposés, d'autre part en évaluant l'impact budgétaire, soit son coût pour les finances publiques, ou le cas échéant, le gain qu'il pourra générer. La Commission peut également conduire de façon autonome sa propre réflexion. Le bureau de la Commission peut se réunir par lui-même, sous l'autorité du président de la Commission, selon une périodicité variable dictée par les circonstances afin de fixer les grands axes de son programme de travail, ce qui n'exclut pas qu'il soit amendé ou infléchi en fonction des circonstances et de l'actualité. Ce fut le cas lorsqu'il devint manifeste que la crise des subprimes, alors imputable au défaut de paiement d'emprunteurs immobiliers devenus insolvables, n'allait pas rester cantonnée aux seuls établissements de crédit américains. La Commission peut procéder à toute audition de personnalités compétentes jugées utiles, adresser des questionnaires au service de l'exécutif, rencontrer les acteurs du monde économique ou leurs représentants, se rendre sur le terrain pour y effectuer des contrôles ou investigations sur pièce et sur place, étudier plus attentivement la situation des principaux partenaires de la France, voire solliciter les centres indépendants de réflexion, plus connus sous le vocable de think tank. Les commissions des finances s'appuient sur le secrétariat administratif de la Commission. Durant la crise de 2008, la Commission a connu une période d'activité exceptionnelle qui a su mettre en avant son rôle. Elle a en effet adopté 4 collectifs budgétaires en l'espace de 7 mois seulement pour faire face à l'aggravation brutale de la situation financière. Cela s'est produit durant le printemps 2010 avec 3 nouveaux collectifs, l'un prévoyant les modalités de l'emprunt national de 35 milliards d'euros, dans le prolongement de la commission chargée de mener une réflexion sur les investissements porteurs d'avenir, un second mettant en œuvre de façon urgente au plan national les modalités de soutien financier à apporter, si nécessaire, à la Grèce, et enfin, accorder de façon réactive la garantie de l'État dans la limite de 110 milliards d'euros au titre du mécanisme européen de stabilisation qui, à l'époque, n'était pas totalement finalisé. Selon Charles Walline, la Commission aurait alors un rôle prospectif et paralégislatif original, comme on peut le voir avec le logigramme qui résume de manière très synthétique les missions de la Commission des finances et ses pouvoirs en matière budgétaire. En octobre 2008, a été mis en place un groupe de travail sur la crise financière internationale commun à l'Assemblée nationale et au Sénat, à l'initiative conjointe de leurs présidents respectifs. Ces derniers souhaitaient par une première totale que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent sur un sujet d'actualité autour d'une même table alors que rien ne les y contraignait. Ainsi, était-il rappelé que le politique ne doit pas rester inutile et que de leur propre initiative, les assemblées n'entendaient pas rester en dehors des grands débats. Constitué autour des 2 commissions des finances et réunissant des membres de toutes les autres commissions, ce groupe de travail à caractère triplement paritaire était inédit. Parité institutionnelle entre l'Assemblée et le Sénat, avec 12 députés et 12 sénateurs, parité politique entre majorité et opposition, et enfin, parité dans le partage des responsabilités, qu'il s'agisse de la désignation des présidents ou des co-rapporteurs de ce groupe de travail. Les pouvoirs des commissions, particulièrement celles des finances en matière budgétaire, ont également été renforcés par la LOLF. En effet, les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, par la transmission d'informations du gouvernement, profitent de pouvoirs supplémentaires. En effet, en cas de dépassement des dépenses, article 10 de la LOLF, virement et transfert de crédit, article 12, décret d'avance, article 13, et décret d'annulation, article 13, les commissions des finances et éventuellement la commission concernée par la mission affectée sont alors informées par le ministre chargé des Finances et parfois même rendent un avis.
Les commissions sont également informées par le ministre en cas d'excédent des recettes publiques par rapport aux recettes effectives, mais aussi de l'emploi prévu et des perspectives d'exécution du compte, article 21 de la LOLF. Mais les commissions sont aussi informées sur les règles de la comptabilité générale de l'État, article 30, et posent également des questions au gouvernement en vue du PLF, article 49. Si la Commission des finances a vu son rôle se développer sur différents points depuis 1958, depuis la mise en place de la LOLF, le rôle des commissions s'est légèrement concentré sur le contrôle et donc l'évaluation. Le contrôle du budget et du financement de la sécurité sociale trouve sa source à l'article 57 de la LOLF. Elle développe des missions confiées au président, au rapporteur général de la commission, aux rapporteurs spéciaux ou un, voire plusieurs membres de la commission. Vous pouvez trouver sur la vidéo l'article 57 de la LOLF. Au niveau des rapporteurs spéciaux et pour avis, nous pourrons relever une double mission. Tout d'abord, lors de l'examen du budget, un rapporteur spécial va être désigné par la commission au premier trimestre de l'année sur une mission et en commission ainsi qu'en séance publique, il va présenter un rapport sur ses crédits. L'article 57 de la LOLF donne aux rapporteurs spéciaux des pouvoirs d'investigation sur pièce et sur place. De plus, elle va leur accorder un droit de communication des documents d'ordre administratif et financier. L'article 57 précise également un pouvoir d'audition. Et toute personne qui doit être auditionnée par la commission est obligée de s'y rendre. Autre article qui permet aux rapporteurs spéciaux d'intervenir pendant la phase d'examen, l'article 49 de la LOLF. En effet, les rapporteurs spéciaux vont pouvoir adresser dans leur domaine respectif des questionnaires aux ministres avant le 10 juillet de chaque année afin qu'ils puissent préparer leur rapport sur le projet de loi de finances. Le gouvernement devra alors y répondre au plus tard le 10 octobre. Vous pouvez voir d'ailleurs l'article 49 de la LOLF sur la vidéo. Ensuite, à titre permanent, il suit et contrôle l'emploi des crédits. Par conséquent, il va contrôler l'exécution de la loi de finances ainsi que la gestion des entreprises publiques. Et il va le faire par la publication des rapports d'information budgétaire. En 1999, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a créé une nouvelle structure, la Mission d'évaluation et du contrôle, MEC. L'objectif est de renforcer le contrôle du Parlement et de la Commission sur l'utilisation des fonds publics et l'efficacité de la dépense. Par conséquent, chaque année, une évaluation des résultats des différentes politiques publiques va être réalisée. En 2004, la Commission des affaires sociales du Sénat a créé la même chose avec la MECSS pour évaluer l'application des lois de finances de la sécurité sociale. Ces structures fonctionnent très mal. D'une part, à cause du manque de volonté des parlementaires, et d'autre part, puisque le contrôle parlementaire n'est pas clairement inscrit dans la Constitution, ce qui réduit le champ d'action du MEC. Enfin, en 2018, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a lancé le printemps de l'évaluation afin de renforcer le projet de loi de règlement. En début d'année, la Commission des finances adopte un programme d'évaluation et chaque rapporteur spécial va travailler sur un thème d'évaluation qu'il a proposé. Il peut utiliser des enquêtes et des auditions. En mai et au début juin, les ministres vont être auditionnés par la Commission des finances et interrogés sur les performances des politiques publiques dont ils ont la charge. Enfin, 3 jours sont consacrés à ces questions en séance publique, séances de questions, de débats et surtout de discussions et adoption de propositions et de résolutions. Alors nous l'avons dit, en 1958, le constituant met en place un parlementarisme rationalisé afin de mettre un terme aux dérives du régime d'assemblée. On va notamment mettre entre les mains de l'exécutif des outils considérables avec la maîtrise du travail législatif. Fixation de l'ordre du jour, vote bloqué, dernier mot à l'Assemblée nationale, ouverture de la discussion sur le texte de l'exécutif, etc. L'objectif
est de restreindre le pouvoir des commissions permanentes qui, pendant les 3e et 4e Républiques, au lieu de rester dans leur fonction de préparation des travaux législatifs, s'étaient transformées en organes de contrôle politique des ministres. Les présidents de commission étaient devenus les rivaux des ministres en place et se posaient en successeurs légitimes, comme nous avons pu le dire dans l'introduction. Le Constituant, en 1958, a donc mis fin à cela. Mais dans un premier temps, le feu majoritaire ne peut être relevé. Il va prendre sa source avec la censure du gouvernement Pompidou à l'automne 1962. Pour rappeler le contexte, il existait un différend entre les députés et le gouvernement sur le projet de référendum qui visait à instaurer le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. Cette censure a donné lieu à une dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par le président de Gaulle et a conduit à la victoire des députés gaullistes et à l'avènement du fait majoritaire dans la vie politique française. Alors, qu'est-ce que le fait majoritaire ? Comme le souligne le professeur Thibaut Cartier-Molin, le fait majoritaire implique l'existence d'une majorité parlementaire disciplinée prête à soutenir massivement les projets gouvernementaux. Et finalement, ce fait majoritaire, ainsi que les instruments du parlementarisme rationalisé, ont contribué à un double assujettissement du Parlement au gouvernement, un assujettissement constitutionnel et un assujettissement politique. Alors, quelles sont les causes de l'enracinement du fait majoritaire ? L'enracinement du fait majoritaire s'explique par le changement de la loi électorale. En effet, nous sommes passés d'un scrutin proportionnel par un scrutin majoritaire à 2 tours qui entraîne une large majorité et une bipolarisation du Parlement. Par ailleurs, par le changement des rapports entre l'exécutif et le législatif, avec les multiples outils législatifs accordés au gouvernement et les prérogatives personnelles du chef de l'État qui lui confèrent une immense autorité, il dispose en effet d'un pouvoir discrétionnaire capable de discipliner les députés de la majorité par la dissolution de l'Assemblée nationale, de l'article 12 de la Constitution que vous pouvez retrouver dans la vidéo. Tout cela a rendu impossible l'opposition des députés de la majorité sur, par exemple, un projet de loi de finances. Alors, la réforme constitutionnelle 2008 et la LOLF ont-elles permis finalement de restreindre le fait majoritaire et de donner plus de pouvoir aux commissions budgétaires ? La réforme de 2008 n'a pas permis de restreindre le fait majoritaire et de renforcer le pouvoir des commissions budgétaires. Par ailleurs, le gouvernement ainsi que le président de la République disposent toujours de la maîtrise de la discussion financière, du dépôt du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale jusqu'à son adoption définitive par les 2 chambres, et il dispose de solides atouts pour continuer à avoir le dessus lors de cette discussion, comme on peut voir par exemple à l'article 44 alinéa 3, ou bien encore l'article 49 alinéa 3. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a changé la rédaction de l'article 42 de la Constitution afin que la discussion en séance publique porte sur le texte élaboré par la commission compétente et ne soit plus celui du gouvernement. Alors qu'on aurait pu imaginer que le Constituant accepte cette rédaction pour les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, afin de renforcer le pouvoir des commissions parlementaires en matière budgétaire, en réalité, il ne l'a pas fait. Et c'est toujours le texte du gouvernement qui est discuté en séance publique. Pour certains, c'est un rendez-vous manqué, puisque, selon eux, cela aura permis aux commissions en matière budgétaire de renforcer leur pouvoir. En réalité, il n'en est rien, comme le souligne très justement le professeur Aurélien Baudu, puisque appliquer cet article 42 aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale irait à l'encontre de la règle des 4 temps alternés. En effet, la préparation du projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale doit incomber exclusivement au gouvernement et non aux parlementaires. Nous pourrions dire que le droit des parlementaires en matière budgétaire a été renforcé avec la LOLF. On est venu introduire, notamment à l'article 40 de la Constitution, la possibilité pour les parlementaires de proposer un amendement qui va transférer des crédits d'un programme à un autre au sein d'une même mission. Il est
même accordé finalement aux parlementaires de créer un programme sous réserve de diminuer les crédits d'un programme de la même mission. Seulement, le fait majoritaire restreint ce pouvoir d'amendement et très peu sont retenus. Alors, pour conclure, le fait majoritaire s'est enraciné en France et a contribué à restreindre le pouvoir des commissions en matière budgétaire. Le professeur Thibaut Cartier-Molin, qui a été une référence pour rédiger cette partie, vient dire que la réelle séparation des pouvoirs n'est plus entre le Parlement et le gouvernement, mais entre la majorité et l'opposition. Seulement, l'opposition n'a pas de véritable statut et il ne parvient pas à utiliser les mécanismes du contrôle parlementaire. Et de l'autre, la majorité soutient le gouvernement, mais essaye de s'émanciper du pouvoir exécutif et exercer finalement un véritable pouvoir de contrôle parlementaire. La proposition de réforme constitutionnelle, souhaitée par Emmanuel Macron et le président du MoDem François Bayrou, et tendant finalement à ajouter une dose de proportionnelle aux élections législatives, pourrait permettre de renforcer le pouvoir des commissions parlementaires en matière budgétaire, en réduisant légèrement le fait majoritaire, et comme le dit le professeur Cartier-Molin, de passer d'une séparation des pouvoirs entre gouvernement et parlement à une séparation des pouvoirs entre majorité et opposition.